Donc avant de vous donner la parole, je vais passer donc avec un micro dans les rangs pour toutes les personnes désireuses de poser des questions. Je tenais à remercier Jean-Marie Kneip pour sa présentation, qui est en même temps un témoignage d'une articulation entre pratique et réflexion, ce qui n'est guère aisé, et qui pose en passant des questions de fond, notamment celle de la référence au réel et de la vision lacunaire à laquelle aboutit la vision statistique des problèmes, et surtout la logique d'emprunt au sens de la légitimité au modèle de la mathématique par les sciences humaines. Le dernier point évoqué, celui d'une mise en question de l'apprentissage statistique, avec une ouverture sur la question de la logique, de ce que pourrait apporter la logique, mais aussi l'épistémologie. Parce que la lecture l'utilisation des modèles scientifiques ne va pas sans la connaissance de l'histoire. Il y aurait matière, me semble-t-il, au développement d'une réflexion sur la refonte de certains contenus d'enseignement, voyez, au profit de la pratique du psychologue, du travail. Donc c'est peut-être présenté sous la forme d'un pavé jeté dans la mare, mais voilà, je pense qu'il faut l'assumer en tant qu'objet nécessaire de débat. Mais pas une seconde de plus perdue à... Donc je vais passer... Oui. Je suis très contente de votre conclusion parce que c'est un peu, je pense, un sentiment que je parlais à toi. Non. Je suis étonné qu'on consacre une année aux statistiques. Merci de la conclusion parce que c'est quelque chose qui me parle personnellement. On fait les stats et je n'y comprends rien et je vais passer un examen sur l'écran. Et par contre, en cours de clinique, on nous a parlé de la clinique comme démarche inductive et pas déductive. En très peu de mots. Et quand on va dans le dictionnaire, là, vraiment, ça mériterait un cours qui s'adosse sur la logique et l'épistémologie, comme vous l'avez dit. Là, quand on plonge dans la démarche déductive ou inductive, là, je pense que pour le clinicien, pour chacun, il y aurait matière à s'outiller, à s'interroger. Alors qu'en statistique, c'est réellement nous renvoyer au CNAM à notre incapacité de faire les maths. Moi, j'en ai pas fait, personnellement. Nous sommes nombreux, d'ailleurs, le cours se réduit à 5 personnes actuellement, qui presque sont en état de stress extrême, selon le questionnaire de Carzef, et en échec. Je veux dire, ça ne peut pas ne pas interpeller. Et on est un certain nombre prêts à faire une pétition, quelque chose, parce que c'est réellement brillant. Donc on va procéder par groupe de 3 ou 4 questions avant de te permettre d'y répondre. Donc bonjour. Moi, je voudrais vous faire partager mon expérience. Je suis médecin du travail et quand je suis devenue médecin, j'ai compris que c'était important de connaître les statistiques et l'épidémiologie. Donc, je me suis inscrite dans une fac. Alors, les stats, c'est facile, c'est comme vous avez dit, c'est des trucs de matheux, des trucs qu'on peut mettre dans les ordinateurs, donc ça, top. L'épidémiologie, alors là, moi, comme je suis une personne humaine, que j'ai des valeurs, j'étais très mal, parce que j'ai compris qu'effectivement, dans un questionnaire, vous posez les questions pour qu'on réponde à vos questionnaires comme vous voulez que ça sorte. Et je suis devenue de ce jour une rebelle. Donc déjà, effectivement, j'ai commencé à dire à mon prof d'épidémiologie, mais attendez, ça va pas, c'est de la manipulation, on peut pas faire ça, voilà. Et il m'a dit, mais non, c'est tout à fait bien, parce que voilà, si on veut démontrer ci, ça, et de toute façon, c'est objectif, sauf que je disais que l'intention de départ n'était pas objective. Bon. Donc, je suis devenue très fâchée avec l'épidémiologie et effectivement, maintenant, à chaque fois, Carazec, moi, ça me fait vomir.
toutes les... Mais bon, je suis un peu émotive et voilà. Et je suis ravie que vous fassiez ce cours. Et peut-être que si on devait faire un cours aux psychologues, ça serait de l'épidémiologie et pas des statistiques. Et c'est là où il y a une confusion, je pense, dans les esprits, parce que ce sont deux disciplines complètement différentes. C'est-à-dire que la statistique, c'est un outil. Et l'épidémiologie, c'est vraiment ce qui est le fond, c'est ce qui fait enfin, je sais pas, c'est tout ce que vous avez dit, hein, c'est les hypothèses de départ, c'est comment sont tournées les questions, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire après. Hein, quand on parle de sentiments, voilà, effectivement, après on peut tout retourner dans tous les sens. Donc voilà, c'était juste pour vous faire partager mon expérience sur les stats et l'épidémiologie. Bonjour, Fabrice Rosier. Alors, j'appartiens à un cabinet d'expertise CHSCT. Alors, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. D'ailleurs, je suis très offusqué ou étonné de l'exemple que vous avez pris. J'espère que chez nous, ça n'a pas apparu. Mais surtout, le côté marketing m'a laissé pantois. Bref, bon, passons. J'ai deux ou trois remarques. La première serait une sollicitation pour que vous puissiez faire une étude sur le woke que vous devez connaître, qui est un peu un pendant du Karasek, mais beaucoup plus complet, mais qui prétend justement obtenir une référence en se basant sur une multitude, comme si tous les cabinets d'expertise envoyaient leurs résultats, et ça pouvait donner une base de niveau de stress en gros. Ce qui est aussi risible que ce que vous avez évoqué, mais au moins ça pourrait peut-être donner quelque chose d'intéressant dans votre étude. Alors j'ai deux remarques sur le Karasek. Comme le disait madame, pour moi, je l'utilise quasiment jamais, mais les rares fois que j'ai utilisé, c'était un outil complémentaire. Pas du tout un outil unique, basé sur ce que vous avez fait remarquer. La question que je me posais, c'est un outil qui n'est peut-être pas, je sais pas, qui dépasse pas les frontières, puisqu'il n'a pas été produit en France, et qu'il y a des problématiques de traduction qui sont importantes dans le langage aussi. Vous avez quand même un système qui a été fait dans un autre pays, et par ce fait, vous avez des biais aussi linguistiques. Vous n'en avez pas parlé, mais je pense que c'est aussi une dynamique. Alors, quel que soit le produit, je parle de produit, ça a des effets importants également. Et enfin, peut-être une boutade, mais dans mes études en école élémentaire, plutôt un peu plus loin, en mathématiques, je m'étais souvenu de quelque chose, notamment en géométrie, je crois, c'était de dire... même si le modèle est mauvais, du moment qu'il est partagé et compris par tous, il est suffisant. Voilà. Oui, tu as bien cru. Là. Je travaille assez occasionnellement avec un labo d'épidémio, le LEST à Angers, dirigé par Yves Reclore. Et alors, autant je partage ce que tu dis, Jean-Marie, je trouve très intéressant ce que tu rappelles à la fois comment on construit des hypothèses, comment on doit être guidé par la méthode. Quoi. Voilà. Ceci dit, on voit bien l'intérêt que peuvent avoir des chiffres, des statistiques, mais effectivement, il s'agit de les construire. Et heureusement pour nous, il y a des statisticiens qui nous montrent l'intérêt, qui essayent d'avancer leurs hypothèses, etc. etc. Alors, il y a des statisticiens, par exemple, qui, à la DARES, au ministère, font des études sur la relation santé-travail, et c'est toujours suivi, enfin à ma connaissance, suivi par des post-enquêtes, avec une méthodologie relativement rigoureuse, si je comprends bien. Et là, je pense à une post-enquête que j'ai pas mal suivie, réalisée par le LEST, par Marie-Pierre Guillot-Bailly, et tout un collectif de médecins du travail en Pays de Loire. C'est très très intéressant, parce qu'effectivement, on voit bien comment les gens répondent quand on leur dit que vous avez un problème de santé, ils disent non. Et si on va un peu plus clairement, ben, quand même, vous avez arrêté le maraîchage. Oui, j'avais des gerçures, mais c'est pas un problème de santé. J'avais froid aux mains, des gerçures, etc. Enfin, bref. Donc,
il y a tout un travail à avoir entre ces statisticiens-là et les cliniciens, et des fois ils peuvent être à la fois statisticiens et cliniciens. Je pense à Serge Volkov, qui quand même est un de ceux qui nous ont le plus initiés à ces problèmes-là. Ils n'ont pas fait de nous des statisticiens, ils n'ont pas fait de nous des enquêteurs, mais quand même ils nous ont appris à lire les chiffres et à les discuter, quoi, voilà. Et à les discuter, non pas comme la présentation que tu en fais là, je comprends très bien la présentation que tu fais. Dans une entreprise où j'étais, les représentants du personnel ont dit, à propos des intervenants extérieurs, ce sont des fromagers. Je ne comprenais pas, parce que je suis un peu lourd des fois, mais oui, ils présentent sans arrêt des camemberts. Ils l'appellent fromagers, il y a des trucs où vous savez que faire, quoi. Peut-être que ça pue un peu en plus. Bref, donc cette disqualification à laquelle tu procèdes, avec le Karasek, que je comprends bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de questionnaire quand on intervient, c'est une façon de perdre son temps, etc., le questionnaire. Et éventuellement, ça peut être, moi je ne raisonne pas en tout rien en intervention, ça peut être l'occasion pour les gens de se mettre à parler de quoi, voilà. Donc c'est très difficile de procéder comme ça à la disqualification. Moi je ne suis pas statisticien, je ne connais rien aux stats, etc., etc. Il n'empêche qu'on en a besoin et que probablement, dans notre univers santé-travail, il nous manque des études un peu fiables, des études un peu réalistes. Alors, tout ce que tu dis sur les maths, l'usage des maths, ouais, d'accord, mais un autre usage est possible, voilà. Et ça tient à nous, aussi praticiens. Une phrase de réponse, puisqu'on a plus de 3 interventions, c'était pas vraiment des questions, donc... pour la dernière intervention, je ne vais pas refaire le topo. Je ne vais pas refaire le topo. Juste dire une chose, si on utilise un modèle statistique et qu'on n'est pas capable de définir au départ, c'est pas de la disqualification, c'est poubelle, normalement. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Qu'on ait besoin de statistiques pour des choses descriptives, bien entendu, mais là, ce n'est pas l'objet de l'intervention. Et toute sa famille. J'avais une question à vous poser. Mario Morel, je suis psychologue clinicienne. C'était par rapport au début de votre exposé. Dans votre définition des mathématiques, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ou en tout cas que j'ai noté comme un paradoxal. Vous dites d'une part, par rapport au papyrus, que les mathématiques, c'est d'abord une méthode qui sert à découvrir ce qui existe dans la nature mais qui est caché. Et vous dites d'autre part que les mathématiques se fichent de la nature. Oui. C'est en termes de méthode, c'est-à-dire c'est un corpus de méthodes qui est à la disposition, par exemple, du physicien qui, lui, va regarder plus précisément la nature. Nous, c'est le corpus de méthodes qui va servir à découvrir ces choses-là, mais à l'usage, par exemple, de l'épidémiologie. C'est vraiment, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun lien ? Ben, il y a enfin, moi je dirais, répondrais comme ça à la volée, qu'il y a le lien, par exemple, sur ce que j'ai dit des mathématiques appliquées. Un mec compétent dans son domaine, par exemple, un physicien, il va faire un modèle. Par exemple, Newton, il dit la pomme m'est tombée sur la tête, je fais une loi là-dessus. Donc le mathématicien, lui, il va pouvoir effectivement peut-être mettre en œuvre des méthodes pour calculer le moment où la pomme va te tomber dessus. Mais c'est pas toi qui a fait le modèle de la nature. Toi, tu fais simplement que mettre à disposition un corpus de méthodes rigoureuses et exactes pour permettre ça. Mais dans la nature, il est impossible d'avoir quelque chose de rigoureux, exact. Par exemple, dans la nature, ça n'existe pas quelque chose qui est égal à quelque chose d'autre. La mécanique quantique a démontré, tout à l'heure je ne voulais pas entrer là-dessus, qu'au bout d'un moment, on ne sait plus
mesurer, c'est trop petit, il y a une incertitude. Donc de toute façon, les mathématiques, par définition, ne fonctionnent pas avec la nature. Le modèle du physicien, c'est celui que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire, admettons que ma balance, c'est mes bras, et bien 11 grammes, c'est égal à 12 grammes quand je prends cette balance-là. Et dans l'infiniment petit, c'est pareil. Et ça, c'est la physique, c'est-à-dire il n'y a même pas d'égalité. Les mathématiques, pour arriver à faire quelque chose de partageable, vont faire la fiction de dire que A égale B. Et avec ça, on a un corpus de méthodes où on va réussir à secouer un modèle pour trouver des choses qui sont effectivement partageables ou pas. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut le voir. Voilà. Je dois avoir un blocage. La physique, je vois, mais les mathématiques, c'est... Parce que... Les mathématiques, alors je vais le dire autrement, le physicien, son hypothèse va être le modèle. Comment? Les maths, c'est une construction mentale, c'est une idée. Donc effectivement, on fait ce qu'on veut avec les idées, les constructions mentales. C'est magique. Ouais. On définit un ensemble, on dit voilà, il y a des réels dedans ou pas, ils se comportent comme ça entre eux, et voilà, on joue. C'est pas tout à fait un jeu, mais... oui, enfin, alors tout le monde joue, mais... non, je vais quand même dire quelque chose là oui, je vais quand même dire quelque chose en réponse complémentaire, c'est-à-dire on pourrait faire le parallèle que le physicien ou le Karasek, il fait un modèle, c'est son hypothèse. Le mathématicien, on pourrait dire son hypothèse, c'est le postulat. Et après, tout fonctionne pareil. Sauf que le postulat, ce n'est pas une réalité du monde de la nature. Par deux points passe une seule droite. Si on veut définir un point dans la nature, c'est pas possible. Normalement, ça a une épaisseur de 0, un point. Donc, c'est une fiction, mais qui est quand même bien utile parce qu'on ne fait pas de science sans cette fiction. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je répondrai comme ça. Oui, moi je suis consultant et il m'arrive soit de faire, soit d'hériter de Karasek. Et en fait, il y a un aspect qui me trouble et qui n'a pas été évoqué. C'est le fait qu'effectivement, quand on utilise Karasek, en fait, on distribue la population dans 4 cadrans. En fait, on va calculer des médianes hein, sur les 3 variables en question. En fait, on n'en utilise que 2. La troisième, on l'utilise qu'exceptionnellement. Donc la latitude décisionnelle et la demande psychologique. On calcule donc, on prend par exemple une entreprise, mais on peut aussi prendre, c'est le cas de Sumer, hein, on a 25 000 personnes prises, enfin c'est des médecins qui administrent le questionnaire, 25 000 personnes prises de manière totalement décontextualisée dans des entreprises extrêmement variées, et on obtient donc un premier résultat pour Sumer avec une variable de demande psychologique à, je vais dire, je ne me rappelle plus, mettons 70, et puis pour la médiane de la latitude décisionnelle, 20. Mais après, quand on l'utilise dans une entreprise, en fait, on va, puisque ce sont des médianes, on va prendre la population de l'entreprise et on va recalculer les médianes. Et on va donc avoir un cadran qui s'appelle situation de travail tendue, puisque c'est ce cadran-là, en fait, qui est stratégique. Hein. C'est celui dans lequel, apparemment, d'après des études ultérieures, on trouverait statistiquement ensuite le plus de troubles psychosociaux avérés. Hein. Voilà. Et bien, sauf qu'on est à chaque fois dans du relatif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans l'échantillon sumaire, on est 25 000 personnes représentatives, dit-on, de 17 millions de travailleurs français. Et puis quand on est dans une entreprise lambda, mettons de 2000, là, parce que là où j'interviens actuellement, et où en fait j'hérite d'un Karasek fait par d'autres, hein, avec alors les problèmes de commentaires que vous avez soulevés, c'est-à-dire que il y a une deuxième déformation, c'est que non seulement le modèle, effectivement, on peut faire une critique épistémologique du modèle, mais surtout, il y a ce qui est plus grave, me semble-t-il, parce que là, au moins, si on fait une critique épistémologique, on sait ce qu'on fait. Ce qui est plus grave, c'est que ceux qui ensuite l'utilisent, d'abord, ils ne l'utilisent pas forcément très bien, ils ne vont pas calculer les scores de la même manière, certains, enfin bon, il y a des tas de choses qui se passent dans l'usage, et ensuite, ils vont avoir, par exemple, des discours, là, vous disiez sentiment de ne pas avoir les moyens de travailler, enfin, pour travailler de manière satisfaisante. Mais en fait, il suffit déjà, au lieu de sentiment, de parler de déclarer.
je veux dire, c'est la maîtrise du langage qui manque aussi. Hein, au moins qualifier ce qu'on est en train de faire. Oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a un système relativiste. On a, vous prenez 10 entreprises, en fait, vous aurez à chaque fois, en gros, si tout se passe bien, un quart de tendu dans chacune des 10 entreprises. Et voilà. Et puis si vous prenez les 17 millions, vous avez aussi un quart de tendu. Simplement, les médias ne sont pas pareils, ne sont pas positionnés de la même manière. Ça, je trouve ça extrêmement troublant. Voilà. C'est extrêmement troublant. C'est pas seulement troublant, cette contradiction, enfin, j'en ai pas parlé, elle est vraiment là. Enfin, c'est pas cette contradiction, ce défaut du modèle, c'est que effectivement, la moyenne, elle est calculée par entreprise. La moyenne, c'est la médiane. Oui, bon. C'est pas pareil. Oui. Non, c'est pas pareil. Oui. Ok, non, mais, non. Alors c'est pas pareil, mais peu importe. La référence, elle est donnée par entreprise. La gel Karazek. Et ça va pas du tout en termes de mesure, puisqu'on a dit 1 degré à Paris, centigrade, ça doit être le même à Moscou. Hein. Sinon, on peut rien comparer. On est vraiment dans ce défaut du modèle. En ce qui concerne le langage, je suis pas d'accord, parce que les questions sont bien posées sur la perception. Donc c'est tout à fait logique qu'après le consultant, il utilise le même langage. C'est le modèle qui parle de cette perception, de ce sentiment. Alors il faut bon changer le modèle au moins. Troisième chose sur la question, alors je ne sais pas si j'ai envie de développer ça. En maths, on a un théorème qui s'appelle théorème central limite. C'est un truc qui dit que les phénomènes de la nature, on va dire ça grossièrement comme ça, ils convergent extrêmement rapidement vers cette fameuse loi normale, ou plutôt loi de Gauss. Je ne sais pas pourquoi on a dit normale, parce que c'est vraiment discriminé. Quand tu es en dehors, tu serais anormal, mais bon, on l'appelle la loi normale. C'est vraiment une loi très discriminante, mais ça converge extrêmement rapidement. Alors je vais donner un exemple très simple. Si vous allez acheter, je sais pas moi, 1000 baguettes, et que vous mesurez leur longueur, très vite, l'essentiel des baguettes, enfin on achète 10 ou très peu, très vite, la répartition de la longueur des baguettes va être dans une moyenne, et à la marge, les baguettes très grandes et les très petites, il va y en avoir peu. Donc ça écrase tout. Ça c'est un autre défaut vraiment majeur de ces modèles, ça écrase tout. Et très vite, hein. En quelques tirs, si j'ose dire. C'est vraiment un défaut enfin, ça c'est vraiment à réfléchir si vous voulez faire de la santé-travail. Hein. D'autant plus que ça c'est tout à fait incompatible avec la législation, si j'ose dire, où l'entreprise et le médecin du travail, il est responsable de la santé individuelle, pas en moyenne. Hein. On ne fait pas de la médecine de guerre. Hein. Bon, je voulais réagir là-dessus comme ça. Mais vous avez tout à fait raison de noter ces points, parce qu'ils sont dans la nature même de ce modèle. C'est pour ça que je disais aussi, on fait des stats, pour moi, et Kolmogorov et tous les gens qui sont morts et qui ne connaissaient pas ces questions de risques psychosociaux, on fait des stats si on ne sait pas faire autrement. Et là, on a un cadre rigoureux, patati patata. Si on ne sait pas faire autrement, voilà, mettons, il y a de la souffrance au travail, là, je peux venir discuter avec vous, je n'ai pas besoin de donner un questionnaire. Oui, Jacques Barret, emmerdeur retraité d'EDF. Ah, faut pas. J'ai bien apprécié votre indépendance d'esprit, et je m'attendais à ce que vous nous donniez quand même une opinion sur les nombres, enfin les chiffres publiés dans les médias. Parce que là, il y a... À quel sujet? Tous les sujets. Mais c'est des nombres publiés à titre de soi-disant renseignement pour le populo. Et par exemple, je lisais souvent des journalistes qui donnent beaucoup de chiffres significatifs avant et après virgule, pour faire croire qu'ils sont bien au courant. Et par exemple, justement dans mon domaine, je voyais des types qui parlent de kilowattheures, qu'ils appellent souvent kilowatts, de toute façon c'est pas ce que c'est, avec une grande précision, mais sans dire si c'est par an, par jour, ou par minute, ou voilà. Et la précision des chiffres, vous voyez ce que ça veut dire. Et par exemple, il y a aussi un chiffre qui est souvent donné, c'est la population. On a fêté il n'y a pas longtemps le 7 milliardième, je crois,
enfants, là, ce qui suppose qu'on a une grande précision sur la collecte même des pygmées, pas les chimpanzés, ils ne sont pas comptés dedans, mais enfin, bon, c'est très précis. Et le chiffre qui me fait le plus rigoler, si on peut rigoler de ça, c'est le PIB. Là, le PIB, c'est donné avec une grande précision, et c'est tellement impressionnant que le populo n'ose pas cliquer. Je crois que c'est le chiffre le plus souvent donné. Et personne ne sait ce que ça veut dire, comment c'est collecté, etc., etc. Mais enfin, c'est des dollars, c'est des trucs comme ça. Et tout le monde pense que le journaliste est bien renseigné et qu'on est bien gouverné. Voilà. Merci quand même. Alors, non, mais bon, on pourrait refaire, bon, moi je ne l'ai pas fait parce que déjà je voulais vous dire, moi c'est pas mon centre d'intérêt ces affaires, hein, je fais l'exposé, maintenant ça m'intéresse, mais je me suis cru obligé à un moment de réfléchir là-dessus parce qu'on a été envahi par tous ces chiffres et que ça empêchait tout le monde de penser, hein. C'est pas mon fonds de commerce de m'intéresser au rapport entre le chiffre et la psychologie, hein. Je l'ai fait parce que j'ai les deux trucs, hein. Ça m'a jamais passionné jusque maintenant. Donc, bon, là, comme j'ai bossé le truc, je suis content. Donc, et donc, ce que j'ai dit du modèle Karasek, je peux que faire un exemple. On pourrait le dire des modèles économiques et tout ça, mais il faudrait aller bosser. Qu'est-ce qui est derrière? Quelles sont les hypothèses? Quelle est l'idéologie? Refaire la même démarche de cette fameuse méthode mathématique. Aller regarder quelles sont les hypothèses. Et les hypothèses les plus dangereuses sont celles dont on n'a même pas conscience. C'est celles-là qui sont les plus dangereuses. Une fois qu'une hypothèse est mise sur la table, comme l'a fait Silly, après on peut discuter. Silly, il a dit, moi je prétends, voilà, je veux étudier le truc universel, c'est tout à fait louable comme démarche scientifique pour moi, ça. Mais les hypothèses les plus dangereuses, c'est celles qu'on ne voit pas, hein. Ou alors celles qu'on nous cache, disons, alors, des fois c'est de la manipulation. Et c'est vrai qu'il y a toute une part du chiffre qui est utilisé dans des motifs stratégiques. Par exemple, une entreprise va dire, je prends ma décision parce que le chiffre, il est comme ça. Je fais un plan social parce que dans cette unité-là, le chiffre de machin, il n'est pas bon. Mais ça, c'est des utilisations stratégiques du chiffre. Donc, je ne suis pas rentré dedans, je ne peux pas tout faire, mais je l'ai évoqué un peu par moment, oui. Mais je reviens à cette histoire d'un livre hébreu là que j'ai trouvé bien, cette citation. Il dit, le monde a été créé à partir du livre, du récit et du nombre. Il faut les trois choses ensemble, hein. Et je trouve que c'est très juste, même si je ne suis pas dans cette littérature, hein. Je trouve que c'est très juste. Un nombre, il doit y avoir un récit autour de ça et un livre pour le transmettre. Enfin, moi j'interprète comme ça parce que je ne suis pas un exégète des livres hébreux. Anne-Françoise Moulinier, moi je voulais intervenir, mon métier c'est de construire des chiffres en santé au travail, fondamentalement. De manière un peu critique, mais bon, c'est quand même ça. Et par rapport à ce que vous avez dit, bon, c'est vrai que moi je partage assez la réflexion sur les modèles. Personnellement, je suis très critique par rapport au modèle de Karasek. Et je pense que le principal intérêt des modèles, c'est de poser des hypothèses et de pouvoir discuter de ces hypothèses-là. Par contre, il me semble qu'il y a des questions en amont, enfin dans le champ du travail. Par exemple, moi je m'appuie beaucoup sur les travaux qu'a conduit Alain Desrosières sur les questions de la quantification et de la statistique et la raison d'État, si on peut dire. Et je pense que dans le champ du travail, la question de la mesure est déjà une question qui arrive dans un second temps. Dans un premier temps, on a même à définir qu'est-ce que c'est que quantifier. Les conditions de travail, ça n'existe pas. C'est pas un objet, c'est pas la hauteur de la Tour Eiffel. On va mesurer la Tour Eiffel. Il va falloir à chaque fois dire à quoi on s'intéresse, qu'est-ce qu'on identifie. Est-ce que les personnes à qui on va poser des questions, elles découpent les choses de cette façon-là. Donc la première question, elle est même avant celle de la mesure. C'est de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire quantifier dans ce champ-là, sur quoi. Comment ça se découpe, comment ce découpage peut se discuter, et ensuite même comment on va mesurer, et les questions que vous posez. Par contre, là où je diverge probablement avec vous, c'est que quand on a été confronté avec Serge Volkov, puisque c'est ça notre histoire au départ sur la quantification, à faire des enquêtes conditions de travail. C'était ça, c'était même pas faire des enquêtes conditions de travail. Le Conseil national de la statistique nous disait il n'y a pas de chiffres dans le domaine du travail, c'était il y a fort longtemps, c'était il y a plus de 30 ans. Il faudrait mettre du chiffre. Et donc on veut des chiffres, et on veut des chiffres objectifs, des chiffres solides, quoi. Donc on
va mettre derrière chaque travailleur des personnes qui vont aller mesurer du bruit objectivement, indépendamment de la personne qui est sur le poste. On va aller mesurer, on ne sait pas trop comment, puis on ne sait pas trop comment on va agréger tout ça, les questions n'étaient pas posées. On va prendre un travailleur par-ci, un travailleur par-là, mais indépendamment de lui, indépendamment de ce qu'il en pense. Et c'est vrai que nous, on a essayé de construire autre chose qui soit peut-être plus bricolé. Et donc c'est là où je me dis, il faut faire attention dans ce que vous dites, qui s'inspire de réflexions plus dans, dirais, plus dures, et je pense bien que la frontière, à mon avis, ne soit pas si nette que ça, de dire, est-ce qu'on risque pas aussi de construire des appareillages qui aient une trop grande apparence de scientificité, de reproductibilité, indépendant des situations dans lesquelles ça soit construit, et qui à ce moment-là ne pourraient plus être discutés. Donc il me semble qu'il vaut mieux essayer de travailler sur des outils qui sont peut-être plus fragiles, mais dans lesquels on ouvre la cuisine, c'est-à-dire la façon dont ils ont été construits, où on ne les enferme pas dans de la modélisation agrégeant avec des indices où on va multiplier par 0,6 la réponse à telle question, 0,4 à telle autre et faire tourner un modèle derrière, mais qui permettent de donner prise à une discussion parce que les chiffres y circulent et parce que les chiffres ils ouvrent aussi parfois des espaces de discussion dans des zones où on finit par considérer que ce qui ne se chiffre pas n'existe pas. Il y a encore 2 prises de parole. Souhaites-tu... Comme je vais juste faire une phrase où je réagis juste sur un truc, c'est que cette question d'appareillage, je ne suis pas là-dessus, dans le sens où je voulais rappeler aux uns et aux autres qui peuvent être confrontés à ces questions de mesure dans leurs entreprises. Et encore une fois, j'ai pris l'exemple Carazec, mais les entretiens annuels d'évaluation quantitative, je dirais exactement la même chose. Moi, je ne prétends pas faire un Carazec avec un appareillage de mesure. Ce n'était peut-être pas assez clair. Je prétends, mon idéologie, on va dire, entre guillemets, serait de dire que moi, je ne sais pas mesurer la perception. Moi, je ne conseillerais pas du tout d'inventer des balances à perception, des thermomètres à perception. Je ne souhaite pas faire ça. C'est ce que je voulais réagir. Oui, alors je travaille ici dans un laboratoire de psychologie de l'orientation et effectivement, on a beaucoup à faire aux statistiques. Et je me dis que votre exposé nous encourage plutôt à former les gens aux statistiques. Parce que là, ce que vous dénoncez, effectivement, c'est peut-être un outil très mal fait. Parce qu'un modèle, c'est effectivement, on s'en sert, on le critique, et il est bien défini, enfin bon. Mais s'il n'est ni étalonné, si on ne sait pas que les questions participent bien à mesurer ce qu'on veut mesurer, si effectivement, il faut le mettre à la poubelle, s'il n'y a rien de bien. Voilà. Sinon, je suis d'accord sur le fait qu'un nombre, il faut lui... Enfin, il n'a d'intérêt que s'il a un sens, si on sait ce qu'on mesure, si on... Voilà. Et pour monsieur devant, il y a une revue sur les chiffres, sur la critique des chiffres publics, c'est Pénombre, je ne sais pas si vous connaissez. Très intéressant. Bon, je vais faire seconde la pensée. Je suis vraiment très intéressé par ton topo, notamment dans la critique que tu fais, le rappel que tu fais sur les intentions nécessaires. Il faut afficher ces intentions, que ce soit clair. Par exemple, les stats de la CNAM de la sécurité sociale, ce sont des stats d'assureurs, ce ne sont pas des stats de préventeurs. Et moi, je les utilise, mais je connais les limites et je sais, bon, je sais, on a du mal à les critiquer, mais on voit bien ce qui manque dans ces stats, etc. Par exemple, un autre domaine dans notre champ, c'est tout ce qui relève de l'évaluation des risques professionnels. On en voit non seulement les limites, mais les catastrophes que ça peut créer, mais aussi, ce qui est intéressant en tant que praticien, c'est quel usage détourné on peut faire de ces trucs-là.
Voilà, je le redis comme ça. Il ne faut pas en être dupe. Donc, l'intention, voir la méthode, les limites, définir les limites. Moi, je rappelle sans arrêt que le premier cours de physique, dans le temps, ça commençait par calcul d'erreur. On faisait du calcul d'erreur avec la double pesée de machin, dans ça, etc. Enfin, c'était tout de suite, même dans un champ comme celui de la physique, hein, la question de la mesure, on parle de l'erreur et c'était très très important. Voilà. Alors, je trouve qu'il y a une image que tu as utilisée qui est très belle. Hein, en tant qu'ancien tailleur de pierre, je vais redire comment j'ai noté ça, hein, à propos de statistiques et de l'usage par Karasek. C'est comme s'il suffisait d'assembler les grains de sable de la mer du Nord, d'une manière très poétique, pour obtenir la cathédrale de Strasbourg en pierre de sable. Tu as utilisé le mot allemand, la traduction du mot allemand pour le grès. Alors que je trouve ça très joli parce que c'est vrai que c'est pas un tas de sable, hein, la cathédrale de Strasbourg. Voilà, c'est un petit peu autre chose. Et effectivement, il y a un effet d'effondrement, hein, avec l'usage de Karasek ou d'autres questionnaires, parce que j'en ai un autre en ce moment dans la poche, qui est vraiment assez catastrophique. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, enfin, moi en tout cas en tant que praticien, les limites, je les accepte. Et peut-être que c'est un postulat en mathématiques que par deux points, axiome, hein, par deux points ne passe qu'une seule droite. Mais à un moment donné, en tant que pierreux, en tant que maçon, en tant que tout ce qu'on veut, c'est vrai que par deux clous, on passe un seul cordeau et ça nous sert à battre des lignes et ça nous sert à monter des pyramides ou simplement un petit muret de jardin. Voilà. Donc c'est aussi très intéressant cette question de la limite. Hein, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en a un usage et ça nous suffit, bah, tant mieux. Voilà. On prend ce postulat comme si c'était vrai. On ne va pas se poser des questions tous les matins sur quand je mets deux clous et que je tends un cordeau, est-ce que c'est droit ou pas droit? Voilà. Bon, là ça semble élémentaire ça, hein. C'est la question de tout à l'heure, les liens entre maths et les autres sciences, mais la question des limites d'un modèle dans le cadre, disons, d'une intervention, entre guillemets, risques psychosociaux dans une entreprise, enfin je pense que vous en êtes d'accord, mais je souhaite quand même le dire, cette question des limites, c'est pas tellement à l'intervenant de dire qu'il en est d'accord, c'est aux gens, le collectif de travail qu'il faut mettre ça en discussion. Enfin, je sais que tu es sur ce truc, mais je voulais le dire, hein, c'est important ça, parce que entre limite de la corde, la machin, ok, ça tout le monde va être d'accord, mais après quand on va dire aux gens qu'est-ce que c'est deux mondes psychologiques, vous êtes d'accord quand on mesure ça, qu'après vous sortez actif ou inactif, c'est au collègue. Bon, voilà. Donc la limite est aussi temporelle. Malheureusement, donc cette discussion doit se clore. Hein. Mais je tenais à remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés. Et je trouve, enfin en tout cas le contenu de la discussion extrêmement riche, nous obligeant à approfondir le propos, à nuancer et surtout à travailler. Parce que je conçois maintenant, rétrospectivement, cette présentation comme un premier pas. Hein, et il nous faut construire, associer la question des statistiques à l'épistémologie, comme la logique, comme... donc je pense que vos réactions sont une belle invitation à poursuivre l'échange. La limite n'étant jamais une borne, une clôture sur l'intraterritorialité, mais en même temps qu'elle est fermeture, elle est aussi ouverture. Donc ça pose la question des frontières, hein, du savoir et des discussions. Donc peut-être parviendrons-nous à organiser une seconde discussion qui permettra de clarifier, d'approfondir, de nuancer. Voilà, donc encore merci pour votre participation. Et merci à Jean-Marie pour